Bonjour Lina. Bonjour Tania. Je te remercie aujourd'hui d'avoir accepté de témoigner dans le cadre de notre projet Tamala la loi du cœur. Comme tu sais, ce projet sera un film qui va être basé sur une histoire réelle. Ouais. Qui parle de la violence conjugale et aussi des femmes qui étaient victimes à la proxénétisme. Et comme je t'ai expliqué, tout au long de la tournage de la film, j'ai décidé de faire des interviews à des femmes qui étaient victimes à la violence conjugale et aussi à la proxénétisme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis ici, parce que, comme tu m'as dit, tu étais victime de la violence conjugale, c'est bien ça? Oui, exactement. J'ai subi de la violence conjugale aussi bien psychologique que physique pendant 15 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, de la part de qui c'était cette violence conjugale, et un petit peu me raconter ton histoire? Oui, tout a commencé quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai rencontré ce monsieur, voilà, par hasard, dans un bar, qui a commencé à m'accoster, commencé à me dire que voilà, je lui plaisais, que j'avais des beaux yeux, on va dire, le blablabla. On va dire tactique des hommes. La typique blibli-blabla. Voilà, ouais. Et puis donc, voilà, au fur et à mesure, on s'est vu. Et puis bon, on a décidé de former un couple, de se lancer ensemble. Moi, à l'époque, j'habitais seule avec mon premier enfant que j'avais eu de mon premier compagnon. Et j'étais dans un état, on va dire, un peu perdu, quoi. Je venais de me séparer du père de ma grande après un certain temps. Et j'étais toute jeune, toute perdue avec un petit bébé. Enfin, voilà. Il est arrivé un peu comme un sauveur, on va dire ça comme ça, ouais. Comme un sauveur. Il m'a promis des belles paroles, tout ça. Au bout de 6 mois, il m'a demandé au mariage. Et c'est là qu'a commencé mon enfer. À partir du moment où je suis devenue sa femme officiellement, j'ai découvert un autre visage de monsieur. J'ai découvert que c'était pas du tout le prince charmant que je pensais avoir connu. J'ai découvert d'autres facettes de lui, qui sont assez marquants, je vais dire. J'ai quand même eu 3 enfants de mon union avec lui, mais bon, des grossesses qui se sont pas super bien passées parce que j'étais fort rabaissée, fort humiliée. Et puis comment ça s'est passé? On va dire les premières violences ont plutôt été psychologiques. J'ai beaucoup subi des rabaissements et des grossièretés de tous les noms. Je me faisais insulter de tous les noms à partir du moment où j'étais mariée avec lui. Il faut savoir aussi que sous ses ordres, je ne sais pas si on peut dire, il est de religion musulmane. Donc il faut savoir que quand je me suis mariée avec lui, je portais un enfant de lui, mais je ne le savais pas, je l'ai su 1 semaine après le mariage. Et je vais dire, dans la religion chez eux, c'est pas très... Ouais, c'est au mariage, donc c'est pas bien vu. Donc sous ses ordres à lui, j'ai fait partir un bébé à 3 mois et 2 semaines de grossesse. J'ai fait partir un bébé. Là a été la première violence que j'ai subie parce que je me suis fait avorter. Le jour de mon avortement, il m'a déposée à la clinique comme un paquet. J'ai subi l'avortement sans anesthésie générale, donc je ne me souviens pas. Mais ce que je juste me souviens, quand je suis revenue à moi, j'étais toute seule. Il n'était pas à mes côtés. Il n'est pas vu, je me suis réveillée, j'étais toute seule. J'ai juste senti qu'on m'avait enlevé quelque chose en moi, mais abandonné. Il est venu me rechercher à la sortie de la clinique. Et à peine rentré dans la voiture, ça a commencé à fuser dans tous les sens. Il a commencé à critiquer ce que j'avais fait, que c'est lui finalement qui m'a poussée à faire ça. En fait, il t'a accusé que c'est toi qui as voulu faire l'avortement, si j'ai bien compris. En fait, il m'a bien fait comprendre, en gros, que psychologiquement, j'étais instable, que d'avoir fait ça, c'était quand même un peu comme un meurtre, alors que c'est pas moi qui n'ai pas voulu de cet enfant. Voilà, il était là, je l'aurais accepté, mais bon, voilà, les circonstances ont fait que. Donc là, j'ai dit, ça a été la première violence. On va dire que c'est plutôt psychologique, ça. Tu es une mauvaise femme, tu es une bonne ariette, et des grossièretés, j'ai pas envie de les dire, bref, tu es une connasse, etc. Et puis alors, ça faisait à peine, je vais dire même pas 1 an qu'on était mariés, je suis tombée enceinte à nouveau, une petite fille. De nouveau, entre-temps, j'avais subi des violences, on va dire, plutôt toujours psychologiques. En fait, il était abaissé à chaque fois. Ouais.
rabaissé. Je veux dire, en fait, ce qui s'est passé, mais ça, je veux dire, là, je vais un petit peu incriminer la justice. Je veux dire, entre mon mariage avec lui et, je vais dire, le moment où je suis tombée enceinte de mon premier enfant, de ma première fille avec lui, j'ai subi des coups. Des coups, mes premiers coups, des yeux au beurre noir, roués de coups dans les jambes, dans le ventre, fait tout. C'était quoi la raison par rapport à lui qui te faisait cette violence? Pourquoi il t'a frappé un peu? Eh ben, tout simplement parce que j'ai eu, entre guillemets, le malheur. Il y avait une enquête policière contre lui. Ouais. Et je vais dire, j'ai accepté, je vais dire, de rentrer dans l'enquête de la police. En fait, on enquêtait sur lui parce qu'on soupçonnait qu'il faisait partie du GIA à l'époque. Le GIA, moi, je ne sais pas ce que c'était. Ouais. Je l'ai su après, c'était le groupe islamique, je ne sais plus quoi, en vrai, bref. Et alors, évidemment, ben, ça ne lui a pas plu, entre guillemets. Je vais dire que, je ne sais pas pourquoi en fait, la police est remontée jusqu'à moi, ça, je ne sais pas. Pour moi, parce que j'étais avec lui. Ouais. Et ça ne lui a pas plu, donc ben, ça a fusé, quoi, les coups fusés. J'ai fui mon domicile conjugal, je me suis retrouvée chez ma maman. Ma maman m'a hébergée. Et de là, le policier, je vais dire, qui enquêtait sur lui, m'a mis en protection. Donc, avec ma fille, ma grande fille à l'époque, j'avais quoi, 2 ans, on m'a fait arrêter mon travail, tout. Il faut savoir aussi qu'au travail, il était venu me menacer. Il était venu avec un couteau, j'étais gardienne d'enfants dans les écoles. Il était venu m'attraper dans l'école. Dans l'école, devant les petits enfants de 1er à 3e maternelle avec un couteau. Quand j'étais en train de changer un petit qui avait été faire pipi. Et donc, bah oui, évidemment, ça m'a coûté ma place, ça aussi. Parce que, bon, je ne sais pas comment il est rentré dans l'établissement. Normalement, on ne savait pas, mais il a réussi à rentrer, bref. Et puis, donc, de là, ben, voilà, je me suis retrouvée à Libramont, dans un centre que je ne peux pas dire le nom, puisque c'est un centre où on met des femmes battues. Je suis restée là 1 mois. Et puis, au bout d'1 mois, j'en avais un peu marre, parce qu'il faut savoir que dans les centres comme ça, je veux dire qu'on met pour aider les femmes, enfin, les mettre en protection pour les aider. On est avec des autres femmes qui ont vécu aussi de la violence, et l'entente n'est pas toujours au beau fixe. Il faut savoir. Dans le sens ? Mais il faut savoir que les femmes là ont tendance à se disputer entre elles, et ça peut aussi aller assez aussi dans la violence. Donc je pense que quand on a vécu de la violence, qu'on fuit de la violence, je trouve ça super de mettre ce genre de choses en place pour les femmes, mais malgré les éducateurs qui sont là pour nous et tout ça, ça n'empêche pas quand même les conflits qu'il y avait entre les femmes pour de la jalousie ou autre. Il y a les enfants mieux, donc voilà, j'ai pas trop apprécié cet endroit. Donc au bout d'1 mois, j'ai appelé mon beau-père. Je lui ai donné l'adresse où j'étais. Pendant ce temps-là, mon ex-mari ne m'avait pas retrouvée, hein, parce qu'il n'avait aucune identité et il ne savait pas ce que j'étais devenue. Je suis revenue, mon beau-père m'a ramenée. À peine revenue, j'avais compris que finalement la police m'avait dit, pendant que vous êtes là, on va enquêter, on va s'occuper de monsieur. Il n'a rien eu du tout, il était libre comme l'air. Donc j'ai dit, on m'a volé, je vais dire, 1 mois de ma vie, je vais dire, avec ma famille et mes amis, pour finalement voir que monsieur n'a rien eu comme souci. Il était libre, il bougeait comme il voulait. Et puis évidemment, ben, il a appris. Il a appris que j'étais revenue sur Verviers, parce que j'habitais Verviers à l'époque. Et alors, ben, j'étais revenue un peu chez mes parents, et ben, il m'a surveillée. Il me va-et-vient dans la maison, et puis alors, il m'a rattrapé que j'étais en train de remonter la rue de chez mes parents. Et il m'a fait revenir à la maison de force, en me disant que si je ne rentrais pas, ben, il tuerait mes parents, enfin il s'en prendrait à mes parents. Du coup de peur, ben voilà, je suis repartie avec lui. Et puis il t'a menacé qu'il va tuer tes parents. Ma famille, il va s'en prendre à ma fille, qui est encore un bébé à l'époque. Si je ne revenais pas... Ta première fille ou à sa fille à lui? Non, à mon première fille, parce que là, je n'étais pas encore enceinte. Après, j'étais enceinte. Donc, si tu veux, quand je suis revenue, qui m'a ramenée dans la maison de force que j'avais à l'époque avec lui, on était ensemble, ben voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Bien sûr, je suis rentrée. On va dire, il y a eu des rapports pas très consentants. Je suis tombée enceinte. Le centre pour femmes battues. Je suis revenue, je veux dire, sans l'accord de la justice. Et qu'à partir du moment où je suis revenue près de mon ex-mari, on n'est plus prise au sérieux. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que j'avais subi des menaces. Je suis revenue par peur. Puis voilà, je suis tombée enceinte.
je pouvais pas repartir en sachant que... Est-ce qu'il t'a dit à la police qu'il lui menaçait ta famille? Oui, ça a été dit. Ça a été dit. J'ai même eu des témoins. Et ils ont fait quoi pour ce sujet-là? Pour qu'ils puissent te mettre en sécurité par rapport à ta famille, que tout ça se passera bien? Ben, ils n'ont rien su faire. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est tant que ce ne sont que des paroles, que ce n'est pas des actes, on ne fait rien. Il faut savoir qu'à partir du moment où, entre guillemets, on m'avait mis en protection et j'ai cassé la protection, on ne va pas dire qu'ils ne me prenaient plus au sérieux, mais je veux dire, pour eux, c'est pas normal. C'était quoi la raison qui t'a cassé la protection? La violence qu'il y avait dans le centre aussi ou... Ben, on va dire un peu, oui, la violence qu'il y avait dans le centre peut-être, mais bon, il n'y a rien à faire. J'ai ma famille qui me manquait, mes amis qui me manquaient, ma vie qui me manquait. Vivre comme ça dans un centre, je vais dire, où on nous privait aussi comme un peu de certaines libertés. Ayant été tout le temps, je vais dire, privé de liberté, j'ai eu très difficile. Est-ce que dans le centre, il n'y en a pas certaines adaptations, tu vois, pour quand tu sors de ce centre, pour retrouver une vie normale, un travail Si, normalement, tu vas dans le centre et alors on te garde et on t'aide à retrouver un logement, on t'aide à remettre tes enfants dans une école. Enfin, mais moi, l'inconvénient, je ne suis pas restée jusqu'au bout de la procédure. Moi, j'ai fui. J'ai fui le centre. Simplement, tu ne l'as pas senti, peut-être. C'est pas vraiment un fuir. Tu avais manque de ta famille, tu avais manque de j'avais manque de vie, tout. Voilà, j'avais manque de ma vie, j'avais manque de tout. Tout me manquait, j'étais loin de tout le monde. C'est tout à fait normal. Hein. Et voilà, je crois que quand j'ai appris aussi, je vais dire, mais bon, la police, je ne sais pas si c'est vraiment, je vais dire, coupable. Quand j'ai appris, je vais dire que lui, moi, on m'avait privé de toute liberté et que lui, il était libre. Je ne sais pas comment te dire, j'ai comme une petite haine en moi. Une haine qui m'a dit, merde, toi, tu es renfermé, ton enfant quasi est privé de vie, pour un homme qui, lui, est dangereux et que finalement, on laisse libre d'accès comme il veut, il fait ce qu'il veut. Donc, rentre, tant pis, rentre. Appelle ton beau-père, donne-lui l'adresse qui était censée être secrète et rentre chez toi. Et est-ce que dans le centre, tu avais le droit de visite de ta famille ou... Non, on ne pouvait pas. On pouvait, même si on les avait au téléphone, on ne pouvait sûrement pas dire où on était. À personne? À personne. Les coups de téléphone étaient plutôt déconseillés. Maintenant, bon, voilà, j'avais quand même mon téléphone, j'avais quand même des nouvelles de ma maman et tout ça. Mais bon, il fallait surtout pas dire où on était. Voilà, je pouvais rien dire vraiment. Je vais dire, je peux juste dire, voilà, ils savaient que j'étais dans un centre. Je ne peux même pas dire où c'était. Je ne peux pas dire que c'était à Libramo de ça, voilà. Ils pouvaient entendre ma voix, entendre la voix de ma fille à l'époque, qui avait 2 ans. Mais voilà, je ne pouvais pas dire plus. Après ça, comme tu me dis, tu as retourné, tu as eu ton premier enfant, et puis ça se passait quoi? Et puis alors, ben voilà, comme je disais, à un moment donné, il a remis son emprise sur ce bébé. J'ai été de nouveau humiliée et rabaissée. Il m'a mis de côté. J'étais vraiment devenue la femme, je vais dire, qui s'occupait de la maison, qui faisait à manger, qui faisait le linge. Voilà. Tu travaillais à ce moment-là? Non, j'ai perdu ma place de travail. Moi, j'ai perdu ma place de travail quand on m'a mis au centre de femmes battues. Je n'ai plus su travailler après parce que ma santé ne me le permettait plus. Et puis donc, voilà, donc j'ai eu mon premier enfant avec lui. Elle avait 4 mois que j'ai eu mon deuxième enfant avec lui. Bon, ça, c'était parce que je prenais des antidépresseurs et puis... Voilà, ça a fait, l'agissement de la pilule n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ouais, voilà. Voilà, donc ben voilà, je suis tombée enceinte à ce moment-là lors de mon fils. J'ai eu un fils avec lui. Donc du coup, je pensais que vu que c'était un petit garçon... Il va être content. Il va être content, il avait un héritier, un porteur du nom. Mais ça ne s'est pas passé comme ça non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a recommencé justement les humiliations. De toute façon, t'es une connasse, t'es une mauvaise mère... T'as un bac à sperme, enfin, des choses assez violentes que psychologiquement m'ont encore déstabilisée. Et j'ai commencé des TS, des tentatives de suicide. Et il a joué là-dessus, sur le fait que j'étais... Enfin, je ne vais pas dire que j'étais déstabilisée, si, déstabilisée psychologiquement, mais c'était un peu des appels à l'aide, en fait. Je ne voulais pas vraiment me tuer, j'ai pris des médicaments, Voilà, j'ai essayé d'en finir avec la vie. C'était plus pour lui faire peur à lui? Non, il s'en foutait. Lui, il voulait que je crève. Lui, il s'en foutait de ce que je faisais. Et au contraire, ça l'amusait même quasi. Pourquoi tu n'avais pas laissé simplement partir s'il voulait que tu crèves? C'était un pervers narcissique, donc j'étais sous son emprise. Et c'est le genre de personne qui ne lâche pas sa proie, sauf si la proie est au sol.
Donc bref, voilà, je suis tombée enceinte donc, de mon petit garçon. Ma grossesse a été jusqu'au bout. Mais bon, de nouveau, j'ai été humiliée, rabaissée de tous les noms qui peut exister. Entre-temps, il faut savoir que il avait tellement pris l'emprise sur ma vie que il m'a enlevé mes amis. J'avais des amis, il me les a éloignés. Il m'a éloignée de ma famille. J'avais pas le choix pour les protéger, il fallait que je me coupe d'eux. Il m'a éloignée de toute une vie que j'avais construite avant lui. Il me l'a toute prise, toute. Et je suis devenue finalement, enfin moi j'appelle ça la femme fantôme. Je ne suis pas la femme que tu vois aujourd'hui, j'étais la femme qui ne s'entretenait pas bien habillée, je ne me maquillais plus, je ne m'entretenais plus. Je devais découper de toute la vie extérieure et intérieure en toi. Voilà, ce qu'il a fait à la place, il m'a mis des amis, mais qui n'étaient pas mes amis. C'était ses amis à lui. Voilà, il m'a mis, on va dire entre guillemets, pour remplacer mes amis qui, soi-disant, étaient mauvais. Il m'a mis des amis, des gens pour dire que lui, il était bien. Enfin, que c'était des gens bien. J'ai pas dit que c'était pas des gens mauvais, c'était des gens aussi bien. Mais voilà, c'était pas mon choix. C'est plutôt m'imposer une nouvelle vie, quoi. Comme lui, il voulait. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très typique, parce que quand je fais l'interview avec Angela, je pense que tu l'as regardé, chez elle, ça s'est passé absolument la même manière. Il a coupé de la vie, il a coupé de ses amis, de sa famille, et tous les gens, entre guillemets, qui l'a protégé, ils étaient contre lui, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que les gens, je vais dire qu'il est éloigné de moi, que ce soit ma famille ou mes amis d'époque, qui sont revenus après ma séparation, qui m'ont expliqué pourquoi ils sont partis, c'est tout simplement parce qu'eux avaient vu clair dans qui il était et il avait peur que ces gens-là m'influencent pour que je parte et que je ne revienne plus, parce qu'eux avaient vraiment compris, aussi bien hommes et femmes, avaient vraiment compris que c'était quelqu'un de mauvais, de néfaste. Si tu dois te souvenir les premiers signes quand tu t'es mis avec lui qui commençaient à te montrer que c'est une personne comme ça, c'était quoi les premiers signes? Comment il a commencé à faire dès le départ? Directement. Tu m'as dit que ça c'était quand vous avez vous marié, c'est là que ça a déclenché. Ouais, mais c'était quoi les premiers signes à ce moment-là? C'était plutôt tout ce qui était psychologique, la violence psychologique, le rabaissement. Me dire que je suis une mère, une bonne arrière, que je fais rien de beau dans ma vie. Il faut savoir que mon papa est en hôpital psychiatrique. Bref, il est décédé, paix à son âme. Et que, voilà, c'était de toute façon, tu finiras comme ton père, en hôpital psychiatrique, t'es une tarée, tu peux raconter tout ce que je te fais, personne ne te croira, enfin... Ça a été le fait quasi de me faire perdre ma confiance en qui j'étais, m'installer le doute au point que je l'ai fini par le croire. Tu te souviens la première fois quand ça a commencé? La toute première fois quand il a commencé à te parler comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, c'était lui, il était comme ça. Il suffisait par exemple que la table ne soit pas mise comme il voulait, c'est un rabaissement. Il suffisait que le dîner, le souper ne soit pas comme il voulait, c'est un rabaissement. Dès que vous étiez mariés? Oui. Avant ça, rien. Avant ça, non. Je veux dire, je ne montrais pas cette face-là. Il montrait plutôt l'homme amoureux. Tu faisais des cadeaux? Oui. Des fleurs. À un moment donné, j'avais su qu'il avait une maîtresse. Il m'avait fait croire que c'était pas vrai. Il m'avait ramené des fleurs, et tic et tchac. C'est là aussi qu'il m'a demandé au mariage. Enfin bref, vraiment... ma logique, mon cerveau travaille logiquement, mais lui, par son emprise et par sa façon de dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme s'il me lavait mon cerveau. Tout à fait. Un lavage de cerveau, on va dire ça comme ça. Donc à un moment donné, j'étais plus moi, j'étais influencée là, mais moralement, c'était plus Lina. Moralement, c'était la femme que lui souhaitait avoir. Oui, tu fais un formatage. Vraiment, j'appelle ça un formatage, comme quand on formate un ordinateur. J'appelle ça un formatage. Il m'a volé ma vie, je vais dire. Voilà, il m'a volé ma vie. Il en a fait de ma vie la sienne, comme il voulait lui. Il a fait pareil avec les enfants. Et voilà. Tu as eu 3 enfants avec lui, c'est ça? Oui, 3 enfants avec lui. Et donc... la troisième était née quand? La troisième, elle est née que mon fils avait déjà... Donc je ne dis pas de conneries. Hein. Donc en 2004 ma première, 2005 ma deuxième, 2011 ma troisième avec lui. Ouais.
Et entre ton fils et ta fille et ton dernier enfant, ça se déroulait comment cette période-là? Non, c'était aussi de la violence. C'était aussi de la violence, c'était aussi des rabaissements. J'étais une bonne arrière, j'étais une connasse. Ce qui revenait souvent, c'était le bac à sperme, soit disant que j'avais des amants, mais j'avais pas d'amants, alors que lui, il avait plein de maîtresses, mais je l'ai su bien après. En fait, c'était le genre de personne, comment dire, ce que lui, il faisait en extérieur. Il t'accusait que toi, tu l'as. Il le remettait sur moi, comme si c'était moi qui avais fait ça. Mais en fait, comme on dit, on appelle ça l'effet miroir. En fait, ce que lui, il était, comme il ne peut pas reconnaître qu'il était comme ça, parce que pour lui, il était parfait. Il t'accusait de qui c'est toi? C'est moi. Donc c'était moi la tarée, c'était moi tout ça. Est-ce que entre ton deuxième enfant et ton troisième, tu es parti encore de chez lui ou tu es resté? Non, je suis encore partie une fois. De nouveau chez mes parents. Et puis, de nouveau, il est venu me chercher. Il m'a ramené de nouveau à la maison. À ce moment-là, j'avais déjà les 2 premiers enfants avec lui et ma grande. Et ça s'est passé bêtement parce que j'étais partie avec des copines de mon choix à la mer. Ce que j'ai pas trop compris, c'est qu'apparemment, quand je suis partie, j'ai vu que ça lui faisait pas trop plaisir. J'ai juste pris les enfants, moi et 2 copines. Mais je pensais qu'il était d'accord. Mais ce que j'ai pas su, c'est qu'en fait, entre guillemets, il a cru. Enfin, j'ai cru qu'il me laissait un peu libre, mais c'était pas ça. Parce qu'à peine revenue de la mer, je suis à peine passé la porte, que j'ai même pas eu le temps de poser mon sac, que les coups commençaient. Il m'attendait près des escaliers. Et en me traitant de pute, qu'à la mer, j'avais été faire la pute, soi-disant qu'on lui avait sonné, on lui avait téléphoné, qu'on m'avait vu avec des hommes. Alors que pas du tout. Alors que tu étais avec tes enfants aussi? J'étais avec mes enfants, des enfants en bas âge. Donc sûrement pas l'intention. On lui avait téléphoné un copain à lui. On m'a vu dans des bars. Enfin bref, des choses. Je suis partie une semaine à la mer, des choses que je n'ai pas faites, mais je les ai eues. Avec le recul, je me dis que ça se fait. Entre-temps, pendant que tu étais à la mer, il t'a appelé, il t'a dit que tu fais tout ça, il attendait que tu rentres? Non, il a attendu que je rentre. Pendant que j'étais à la mer, les 2-3 fois que j'avais au téléphone, il faisait ça gentil. Moi, tous ces reprochages, je les ai eus dès que j'ai passé la porte. Dès que j'ai mis ma clé dans... Et je me rappellerai toujours, il est venu sur moi, il a commencé à me frapper. Et à ce moment-là, je vais dire, le gamin est encore en maxicosie, il fait de la maxicosie. Et j'avais, je vais dire, la moyenne, donc la deuxième que j'ai eue avec lui, celle de 2004, qui est venue. Et en fait, il allait me frapper. J'ai eu le premier coup. Elle est venue se mettre entre nous deux. Elle avait quel âge? Elle était toute petite. Hein. Elle venait de rentrer à l'école. Ouais, elle devait avoir 3-4 ans. Elle est venue s'intercaler avec ses petits bras en train de pleurer. Elle est venue se mettre sur moi. Donc, je ne sais pas si elle a ressenti que j'allais ramasser quelque chose. Je me rappelle toujours cette image-là. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur le côté, la petite pleurait. Et j'ai eu juste le temps, quand j'ai vu ma fille pleurer, de crier « Arrête, la petite, regarde ». J'ai à peine eu le temps, je vais dire, d'attraper une lampe qui était à côté de moi et de le menacer avec pour qu'il ne continue pas à frapper. Parce que sinon, j'ai compris que j'allais ramasser des coups devant mon enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu la petite pleurer « Maman, maman, maman ». Je vais dire, j'avais commencé à ramasser le premier coup, mais il s'est arrêté. Et puis, ça a repris dans l'intimité, je vais dire. Parce que moi, j'étais du style, si tu dois me frapper ou que tu dois me mettre des coups, pas devant mes enfants. Je préférais que ce soit dans la chambre le soir, quand les enfants dorment, ou dans une pièce à part. Mais je veux dire, des fois, ça s'est quand même passé devant les enfants. Mais ils étaient petits, ils ne se rappellent pas de grand-chose, mes enfants. Très, très rares, ils ont presque pas de souvenirs, sauf une fois qu'ils ont été plus grands. Et puis voilà, donc j'ai eu la troisième, Camélia. Pas grave, je dis son nom, c'est pas grave, j'ai eu Camélia. Et puis, elle est née avec des malformations génétiques et congénitales. Donc, de nouveau, j'ai eu plein de problèmes avec lui parce que c'était de ma faute. J'ai pris des médicaments alors qu'à l'époque, je n'en prenais plus quand je suis tombée enceinte de la petite. C'est de ma faute, elle était handicapée, parce que j'étais une bonne arrière, parce que j'ai pris des médicaments, parce que j'ai voulu monter la vie, que c'était tous mes problèmes dépressifs qui avaient fait que j'ai donné naissance à une enfant différente. Donc ça, j'ai très très mal vécu aussi. J'ai recommencé peu de temps après la naissance de ma dernière à redéconner.
j'ai recommencé à prendre, vouloir en finir avec la vie. Et ben voilà, il me regardait, il n'appelait même pas le médecin, rien du tout. Il me regardait, il me disait, ben voilà, maintenant tu as pris le médicament, il n'y aura pas de secours. Il m'avait laissé dans le fauteuil. Et voilà, j'ai entre guillemets attendu que mon corps se sèvre tout seul de ce que j'avais fait. Et lui, tout ce qu'il a fait, c'est me regarder et rigoler. Et puis donc du coup, ben, de là, je vais dire, la violence physique est revenue de plus en plus. Et puis j'ai commencé de nouveau à avertir la police. Tout ce que je faisais, tout tombait à l'eau. Classé sans suite, classé sans suite, classé sans suite, classé sans suite. Tu m'as dit qu'ils ont été accusés même que c'est toi la folle. Et... Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, quand j'ai voulu à plusieurs reprises partir et porter plainte, les policiers, je pense que c'est pour ça que maintenant beaucoup de femmes ne bougent plus, les policiers se sont entre guillemets moqués, rigolé de ce que je racontais quasi à ma tête. Mon ex-mari, en fait, me faisait passer pour une folle. J'étais pour lui... C'est dingue comment ça... La même histoire se répète une deuxième fois. Angela, elle a eu absolument la même chose comme toi. Ouais. Donc voilà, je peux aussi raconter une scène qui s'est passée. Et ça, c'est véridique. La tête de ce que j'ai plus cher au monde. C'était un peu avant notre séparation, avant que je prenne la fuite définitive. Ouais. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus choqué, que je vais dire les policiers m'ont fait. Donc j'avais appelé la police, j'étais super mal, je venais encore de me faire ramasser. 2 policiers sont arrivés, mais mon ex-mari apparemment les connaissait. Et on m'a vu au sol, on m'a vu pleurer. J'ai prévenu, j'ai dit que je voulais porter plainte, que j'allais sûrement mourir, qu'il allait sûrement me tuer. Les policiers m'ont gardé et ils ont rigolé avec mon ex-mari. Il m'a dit non, elle est folle, elle fait ça, elle s'est jetée à terre, elle n'a rien eu. Et puis alors ils m'ont regardé, ils n'ont pas pris de plainte du tout, ils m'ont juste dit madame, ben voilà, pour nous c'est une dispute conjugale, vous saignez de quelque part. J'ai dit non, je ne saigne pas, ben, vous nous rappellerez quand vous aurez du sang. En attendant, on doit repartir. Peut-être quand tu seras mort, comme ça je peux les appeler aussi. Quoi. Ben, c'est ça que je reproche, aujourd'hui je reproche à la justice. Ils attendent quasi un féminicide, où ils attendent que tu sois hors sang pour intervenir. Mais quand tu es morte, ou quand tu es hors sang, ça ne sert à rien. C'est avant qu'il faut intervenir, c'est avant qu'il faut intercepter ce genre d'individus, c'est avant qu'il faut prendre la femme au sérieux. Il ne faut pas attendre qu'on en arrive à des stades comme ça pour réagir. Tu crois qu'aujourd'hui, actuellement, et avant, pendant que tu étais dans cette époque-là, il y en a vraiment... pas en aide ou en sécurité pour la femme, quelque chose qui peut dire voilà, tu es en sécurité, tu peux continuer ta vie, tu peux te séparer de lui, il n'y a aucune institution qui fait rien. Ben si, il y a tout ça. En fait, il y a des aides. Il y a des aides pour les femmes battues, il y a des aides pour les enfants qui ont subi de la violence, que ce soit psychologique, physique, il y en a. Mais je vais dire, oui, on va t'encourager à partir, mais on ne va pas nous donner les armes pour partir. Je ne sais pas comment t'expliquer, pas les armes... Des outils et des... Ouais, on ne va pas... T'accompagner. D'être accompagné, on va t'accompagner un certain temps et puis à un moment donné, on va te laisser. Tu vas devoir te débrouiller et il va falloir que tu te reprennes en main. C'est pas, je vais dire, des services que tu as à vie. Ouais. Sauf si c'est un suivi psychiatrique, ce que j'en ai eu aussi, un suivi psychiatrique ou psychologique. Là, ça peut aller plus loin que dans la durée. Mais il faut savoir que ben, ce genre de, je vais dire, de choses mises en place pour le service de femmes battues, tout ça, ou service des taux victimes de la police, ça te suit un certain temps et puis... Mais ça ne t'aide pas grand-chose parce que j'ai été suivie au service de la victime de la police. J'ai été écoutée, j'ai eu une psychologue comme ça, vraiment géniale, je l'ai adorée cette femme-là. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Et surtout parce que lui, il était toujours en liberté en fait. Il était toujours en liberté. Et ça, c'est super révoltant. Je ne sais pas comment dire, c'est super révoltant. Alors, quand tu peux suivre un traitement, tu peux faire tout ce que tu veux, aller dans un centre, mais quand tu reprends ta vie normale après, lui est toujours en liberté, alors tu n'es pas en sécurité. Ah ben non, ah ben non, pas du tout. Ici, voilà, ça fait 4 ans que j'ai pris la fouette, suite au dernier coup et blessure qui m'avait infligé. J'ai été hébergée 7 mois, je vais dire, chez une amie qui m'a, je vais dire, entre guillemets, sauvée. Mais voilà, 4 ans, au mois de juin, ça a fait 4 ans.
4 ans que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours mon démon, quoi. Il continue toujours à me faire des attaques pour avouer pour un non. La justice continue toujours à, je vais dire, moi me casser. Je ne suis toujours pas prise au sérieux. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie? Comment ça s'est passé? C'était quoi la déclenche que tu pars définitivement? Alors ça, j'ai envie de dire, c'est quasi un miracle. Je sais pas. C'était une période où on était fort en dispute. Mais vraiment, je ne supportais plus au fait. Dans ma tête, c'était clair. Dans ma tête, je supportais parce que j'avais peur de partir et que mes enfants étaient encore petits, qu'ils fassent du mal à mes enfants. Donc dans ma tête, c'était clair. Mes enfants, je vois tous attendre qu'ils aient 18 ans. Ils ont 18 ans, je me barre. Il ne pourra plus me les prendre, il ne pourra plus rien leur dire. Bon, les circonstances ont fait que ça a été plus tôt. Mais bon, voilà, je sais pas, je me suis réveillée un matin, je me suis regardée dans le miroir. D'ailleurs, j'avais déjà dit aussi dans mon témoignage, j'ai écrit. Et j'ai vu un réveil, je veux dire, je sais pas, un réveil. J'ai vu que j'étais plus à ma place. J'ai vu que je ne devais plus accepter ça. Je sais pas comment t'expliquer, hein, c'est... Un déclic, quoi. Un déclic. Et du coup, j'ai commencé à me rebeller. J'ai commencé à de nouveau lui répondre. Avant, je me laissais faire, j'avais peur, je m'écrasais. Donc j'ai recommencé à lui tenir tête, j'ai recommencé à me rebeller. Ouais. Et puis du coup, je me suis rebellée, alors j'ai appris qu'il avait eu des maîtresses. Donc finalement, tout ce qui m'accusait moi, que j'avais un amant, et tchik des amants. C'était lui qui est C'était lui, donc j'ai appris avec le temps que j'avais été trompée, en plus d'être humiliée, frappée, rabaissée. J'ai tout appris. Et du coup, je me suis encore plus rebellée. Je l'ai encore plus été contre lui. Et puis, je vais dire, dans un dernier assaut, je vais dire, de violence de sa part, à un moment donné, j'ai voulu partir. Je lui ai dit, écoute, moi, je prends mes clients, mes claques, je pars. Il ne voulait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut savoir que c'est comme un professeur de karaté, ceinture noire 4e dan. Moi, je suis qu'une petite femme fluette à l'époque. Il m'a maîtrisée. Il a réussi, par je ne sais quelle maîtrise de karaté, parce que je ne suis pas non plus experte là-dedans, à me paralyser tout un bras, me mettre au sol, et il était en train de m'étrangler. Et j'ai eu de la chance, je vais dire, dans ma misère, qu'à un moment donné, un de mes enfants est monté. Et alors, il a été, je vais dire, entre guillemets, dérangé par la présence de cet enfant. Et quand il était en train de m'étrangler, j'ai eu un bras qui s'est libéré, l'autre bras qui n'était pas resté libéré. Je l'ai attrapé, je l'ai griffé. Et donc, quand je l'ai griffé dans le cou, j'ai eu le temps de partir aux escaliers, courir, descendre le plus vite possible, en embarquant l'enfant qui avait vu ça. Et puis bon, voilà, j'ai été faire que je suis partie, j'ai pris... Lui, il est parti de rage, il est parti faire un tour, je dois les revenir, avec la escalier à revenir, il croyait que je serais toujours là. Non, j'étais plus là. J'ai appelé mon ami, j'ai appelé ma maman, ils sont tous venus pendant que lui était parti faire son tour. J'ai été faire constater ce qu'il m'avait fait faire. Mes enfants, entre-temps, avaient été chez mon ami. Et puis voilà, mon ami m'a dit, non, écoute, vu l'état dans lequel tu es, donc la minerve et tout, il m'a dit non. C'est quand tu m'as envoyé la petite photo. Ouais, il m'a dit non, qu'elle dit, écoute, viens chez moi. Viens quelque temps chez moi, le temps que les histoires se calment ou le temps que tu décides de ce que tu fais. Mais voilà, elle m'a hébergée. Et je ne suis plus jamais retournée, malgré, je vais dire, ses menaces, je ne suis plus retournée vers lui. Mais je pense aussi que, voilà, il faut savoir, ce qui m'a sauvée cette fois-ci, et je dois quasi remercier cette dame, c'est que, je vais dire, entre guillemets, la dernière maîtresse en date qu'il a eue, il a mis son emprise sur elle. Donc, entre guillemets, les autres fois, quand j'ai fui, il est venu me rechercher. Cette fois-ci, entre guillemets, je veux dire, il n'est pas venu me rechercher, parce qu'il a trouvé une nouvelle proie. Ah ouais. Donc pour moi, quelque part, voilà, c'est vrai que je dois quasi remercier cette femme dont je tairai l'identité, que je connais d'avant, parce que quelque part, elle m'a enlevé, je veux dire, moi je l'appelle mon bourreau. Elle m'a enlevé mon bourreau parce que grâce à elle, malgré, je vais dire, qu'il me fait ces petites menaces, ces petites attaques, il est plus venu me rechercher comme il l'aurait fait dans le passé. Et les enfants, comment ils vont aujourd'hui et comment ils ont vécu tout ça? Très difficile. Il faut savoir qu'il y a de quoi être perturbant quand même. Comme j'ai dit, il y avait dans mes 3 enfants, une enfant sur qui il se projetait, sur qui il voyait en cet enfant lui. Il se voyait lui. Donc je veux dire, cet enfant-là, quand elle a découvert vraiment qui était la personne qu'elle appelait papa, et à qui elle avait affaire, une fois qu'elle a pris conscience, je vais dire, ils ont
elle l'a très mal vécu. Psychologiquement, ça n'a pas été ça n'a pas été super pour elle du tout. Et voilà, on a commencé des suivis psychologiques avec les enfants. Il y a le SAG qui s'en est mêlé, le SPJ. Il y a eu un service qui s'appelle le SVAG pour faire parler les enfants et pour essayer de psychologiquement les reprendre en main. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Il y a eu, à ma demande, mais c'est se retourné contre moi, une expertise psychiatrique sur chaque membre de la famille. Voilà, et tout ça, je pense à... En plus, je vais dire de ce que les enfants ont découvert, de qui était vraiment, je veux dire, le papa. Ils ont aussi découvert tout ce qui est le monde justice. Dans la justice aussi, ils ont été déçus par la justice. Donc au jour d'aujourd'hui, 4 ans après, bon attention, c'est des enfants géniaux, ils ont la réussite, ils ont tout pour eux. Mais il reste encore fort quand même, surtout celle sur qui il avait mis son emprise. Il reste quand même surtout fort, je veux dire, psychologiquement touché par ce qu'ils ont vécu et par ce qu'ils ont découvert, quoi. Parce que moi, je leur ai beaucoup caché vraiment qui était leur papa. Malgré que par la suite, la justice m'a traité de mère aliénante et de mère toxique, je n'étais pas la femme qui révélait à mes enfants ce que je subissais. Devant mes enfants, je souriais. Mes enfants, je vais dire, sauf quand eux ont subi de la violence psychologique qui leur a mis des tartes et tout ça, des claques et tout ça, mes enfants ne savaient pas ce que je vais. Ils voyaient que j'étais pas heureuse, mes enfants le voyaient, en grandissant ils l'ont vu. Ils voyaient que j'étais quelqu'un fort triste, mais je n'aurais jamais dit ce qui se passait dans l'intimité, je vais dire, quand la porte est fermée au public. Je n'aurais jamais raconté. Il n'y a que maintenant, je vais dire, par les forces des choses, via la justice, qu'ils en ont appris un peu plus. Parce qu'évidemment, à force de tout être dans la police et les tribunaux, ils en ont su un peu plus. Et voilà, ça a été des chocs pour eux, des chocs émotionnels. Il y a beaucoup de femmes qui sont victimes à la violence conjugale. Maintenant, chaque personne est différente, chaque situation est différente, ça, on est bien conscient de ça. Mais j'ai déjà entendu, on reste pour les enfants pour ne les pas faire mal. Je te demande ton avis personnel par rapport à toi. Est-ce que tu crois qu'en restant dans une situation telle qu'elle est la violence conjugale, pour ne pas faire mal des enfants, c'est une bonne idée? Personnellement, avec le recul, maintenant je vais dire que j'ai du recul sur mon vécu, non. Personnellement, non. C'est vrai que je vais dire, moi aussi, je suis chaque fois revenue et je suis chaque fois restée avec lui de peur que mes enfants subissent les conséquences. Parce que bien sûr, j'ai mon amour maternel qui parlait. Mais avec le temps, quand je vois les dégâts que ça fait chez les enfants, parce qu'on pense que les enfants ne se rendent pas compte, mais les enfants ne sont pas bêtes. Je m'en suis rendu compte que les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants avaient déjà bien compris la situation. Donc je pense que finalement, en restant avec des enfants, en les laissant dans la violence conjugale, je pense qu'on en fait, je vais dire indirectement, des victimes aussi. Et des victimes qui, dans l'âge adolescent-adulte, sont en souffrance. Sont en souffrance parce que, voilà, par exemple, de mon côté, l'enfant, je vais dire, sur qui il avait projeté, je vais dire, son image, au jour d'aujourd'hui, elle souffre parce que elle s'en veut, entre guillemets, de ne pas avoir su me protéger, de ne pas avoir su être là, alors que finalement, ils étaient que des enfants, ils n'ont rien su faire. Mais aller faire comprendre ça à, je vais dire, un adolescent qui réalise ce qui se passait, ça a été très difficile, parce qu'elle ne comprenait pas. Pour elle, au jour d'aujourd'hui, entre guillemets, comme elle était la petite préférée de son papa, que mes autres enfants ont mis de côté, ont été rabaissés au milieu aussi, et elle un peu moins, je vais dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, psychologiquement, elle s'en veut parce que pour elle... elle n'a pas su défendre. Elle n'a pas su me défendre, elle n'a pas su être la sœur qu'il fallait avec ses frères et sœurs. Mais bon, personne ne lui en veut, elle était idolâtrée comme une déesse. Parce que pour mon ex-mari, c'était la suivante, quoi, qu'elle allait reprendre le flambeau. Est-ce que les enfants les voient toujours aujourd'hui, actuellement? Les deux grands, non. Ils ne voient plus leur papa, c'est fini. La petite, oui. La petite, il faut savoir que, comme j'ai dit tantôt, c'est une petite fille différente, avec des problèmes de santé, un handicap. Et donc, c'est une petite fille qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas vraiment prendre conscience de ce qui se passe. À quel âge? Elle a 10 ans. Donc, non, il l'a toujours regardé alterner.
Elle est partie en garde alternée. Mais ça s'est pas passé comme ça au départ. Au départ, en fait, si tu veux que je te raconte pour mes enfants, au départ, on s'est retrouvés devant le juge. Et mes enfants ont été entendus par le juge. Mes deux grands. Ma toute grande, non, parce que vu que c'était pas son enfant à lui, on l'a mis à part. On l'a, je vais dire, écarté. Mais mes enfants que j'ai avec lui, à part la petite qui ne savait pas parler, on les a entendus. Et le juge, je vais dire, n'a pas pris en considération ce que mes enfants racontaient. Et donc, ce qui s'est passé, on a voulu les mettre un peu, entre guillemets, de force, une journée chez leur papa. Il faut savoir que ça a été marquant pour eux. Et je me suis retrouvée fin de soirée aux urgences avec mes deux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand mes enfants ont su qu'ils devaient aller même passer une journée près de leur père pour retrouver le contact avec lui, parce que le juge trouve... Dans la justice, maintenant, ils disent que pour l'enfant, le bien psychologique de l'enfant, il faut que l'enfant, même s'il y a un parent, je vais dire, violent, il faut que l'enfant reste en contact avec les deux parents. C'est comme ça, c'est la loi. Soit disant après des études, c'est ce qui fait du bien à l'enfant, c'est ne pas être mis dans les conflits parentaux. C'est que même, ils ont subi des choses... Ils doivent garder un minimum de contact avec le père et la mère. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée-là aujourd'hui? Je vais dire, à ce moment-là, on avait déjà le SAJ, le service d'aide à la jeunesse. Mes enfants ont pris peur. Ont pris peur de devoir retourner chez leur papa, mais j'étais plus présente du coup. Et alors, comment ça se fait qu'on ne les a pas obligés, finalement, on ne les a pas mis de force chez leur papa? Ça, je m'en rappellerai toujours. Ma première que j'ai eue avec lui, celle je disais qu'il a mis toute son image sur elle, a menacé, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à l'hôpital, elle a menacé de prendre un couteau à l'époque et d'aller poignarder son père dans son sommeil. Et le gamin que j'ai eu avec lui s'est aussi retrouvé à l'hôpital parce que il a fallu les reposer psychologiquement parce que lui avait dit que si jamais on le mettait chez son papa, il savait comment se pendre. Et depuis là, il ne les voit plus? Non. Non, mon fils a menacé de mettre une corde autour de son cou et de se pendre si on le mettait chez son papa. Et du coup, l'expertise psychiatrique s'est mise en route à ma demande, parce que je voulais aider mes enfants psychologiquement. Mais ça n'a pas été en ma faveur non plus, donc mes enfants étaient très déçus par la justice. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que je reste quand même fort avec des séquelles de ce que j'ai vécu. Et énormément de force. Mes enfants, je vais dire entre guillemets, vivent, mais je vois bien qu'ils vivent quand même avec des images qu'ils n'auraient pas dû voir. Et puis moi aujourd'hui, je vais dire, je suis révoltée de contre la justice qui n'a rien fait. Me venger, non, je ne veux pas me venger. Qu'il soit heureux que sa nouvelle compagne. Apparemment, il a refait sa vie, il a eu un bébé, je suis super contente pour lui. Surtout, je vais dire, qu'il me laisse tranquille, parce qu'il n'a pas détruit que moi. Il a détruit moi et les enfants. Et les enfants, aujourd'hui, je suis toute seule à les remettre sur pied. C'est moi qui suis derrière eux. C'est moi qui les aide à reprendre confiance en la vie, confiance en eux. C'est moi. C'est moi. Lui, je vais dire, il a fait tout ça. La justice, je vais dire, la couvert, comme ça. Je vais dire la couvert. Il lui a donné, la bonne étiquette. Moi, on m'a donné la mauvaise étiquette. Mais il faut savoir que quand on s'est séparés, j'ai eu chez moi les assistantes sociales. Elles sont venues voir comment je vivais, comment j'habillais mes enfants, s'ils avaient à manger. Chez le papa, rien du tout. Le papa n'a eu aucun suivi. C'était les deux. Donc tout m'est tombé dessus. Donc voilà quoi, ça a été très dur. Tu peux être fière de toi aujourd'hui après tout ce que tu as traversé. Tu peux être fière de toi aujourd'hui après tout ce que tu as... Oui, je suis super contente de j'en suis aujourd'hui. Je reste quand même fort, je m'en veux quand même beaucoup. Je veux dire, de ne pas être partie plus tôt. J'aurais dû partir dès les premiers coups. J'aurais dû partir dès les premiers mots. J'aurais dû. C'est la plus grosse erreur que j'ai faite. À refaire, je ne le ferai pas. À refaire, je ne saurais plus. Je pense que je revivrai un truc comme ça. La première gifle, je prends mes affaires, je pars. Je ne peux plus supporter de la violence. Ce n'est plus concevable, ni pour moi, ni pour mes enfants. Si tu as un message à passer, parce que le but de cette interview aussi, c'est de donner courage à toutes les femmes qui ont pas réussi jusqu'à maintenant de partir et qui subissent la violence conjugale et de l'y faire, et aussi
faire une prévention pour toutes les autres femmes de ne pas tomber dans des situations comme ça. Si tu dois passer un message à toutes ces femmes-là, sera quoi ton message? Qu'elles prennent la force. Qu'elles prennent la force et malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré la boule au ventre, s'il y a des enfants, surtout s'il y a des enfants, qu'elles prennent leurs enfants, qu'elles sortent dans la rue, qu'elles aillent demander de l'aide, même si je sais qu'on a peur parce que la justice n'a pas l'air de prendre ce genre de cas au sérieux. Je dis sauf quand il y a du sang ou quasi un féminicide. Voilà, prenez vos enfants, trouvez des gens qui vont vous écouter, sonnez à toutes les portes, trouvez des centres, trouvez des aides. Enfin, mais voilà, surtout, dès les premiers coups, ne pas rester. J'ai fait cette erreur et aujourd'hui, je m'en veux. C'est partir. Le seul moyen, c'est partir, prendre la fuite. Partir, ne plus revenir, malgré les menaces, malgré les attaques, ne plus revenir. Pour les promesses aussi, que ça va changer. Et voilà, ne plus croire aux belles paroles, ce sont des gens qui ne changent pas. Un homme violent restera un homme violent. Il veut dire ça pour les femmes, parce qu'il y a des femmes aussi violentes, il ne faut pas mettre que l'homme. Hein. Non, c'est pas que les hommes. Maintenant, on est dans la thématique la violence. Voilà, mais je veux dire, voilà, il faut savoir qu'il y a des hommes aussi qui sont violentés par leurs femmes. Donc voilà, il ne faut pas faire une... Enfin, ça peut se passer chez tout le monde, quoi. Voilà, que toutes ces femmes-là, je vais dire, se relèvent, prennent leur clic et leur claque, fassent, comme on dit, un beau fuck, et partent. Trouvent de l'aide n'importe où, mais partent. Et surtout qu'elles ne pensent plus que rester, ça protège l'enfant. Parce que moi, je veux dire, l'ayant vécu, ayant eu le courage de partir, mais enfin, j'ai eu le courage parce que j'ai été aidée aussi, c'est ça, j'ai été aidée. Toute seule, je crois que je serais retombée dans le panneau. C'est parce que j'ai eu tout le soutien, toute l'aide. J'ai eu mes amis, mes anciens amis qui sont revenus, ma famille qui est revenue, j'ai tout le monde qui est revenu autour de moi. Une fois que j'ai eu le déclic, j'ai été soutenue, quoi. Voilà, c'est le genre de femme que si un jour elles ont le déclic, surtout, les soutenir, les encourager, essayer de les faire s'entendre par la justice, la police. Voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'accepte de témoigner de ce que j'ai vécu, parce que je pense que le film que vous allez faire et ce que vous faites, c'est super bien, parce que ça va peut-être aider à des autres femmes, je vais dire, qui sont dans cette situation-là et qui ont encore peur de partir, d'avoir le déclic comme j'ai eu, de partir. Et pourquoi pas se donner la chance de refaire sa vie. Moi, je refais ma vie. 4 ans après, c'est vrai que j'ai toujours des séquelles, mais je refais ma vie. Je suis heureuse, je suis épanouie, j'ai repris soin de moi, je suis devenue une bonne vivante. On n'est pas coupé, parce que ce genre de personnes, il faut croire qu'on est coupé, qu'il n'y a plus personne qui nous aime. C'est pas vrai. On n'a jamais été coupé. En fait, les gens nous ont jamais abandonnés. Est-ce que tu as su trouver quelqu'un à côté de toi? Oui, entre-temps, j'ai refait ma vie, voilà, j'ai de nouveau quelqu'un dans ma vie. Rien à voir avec ce que j'ai vécu dans le passé. Oui, je suis épanouie, je suis heureuse. Je dis pas que je vais dire j'ai la vie rose, mais quand je vois par où je suis passée et où je suis aujourd'hui... Mais tu as aussi de te remettre avec quelqu'un, parce que voilà, il y a des femmes qui se disent moi je ne me remettrai plus jamais avec quelqu'un, je ne peux plus faire de confiance, etc. Toi, tu as aussi des... Non, moi, je veux dire, voilà, je suis restée un certain temps toute seule, parce que bon, j'avais besoin de me refaire, on va dire, de me refaire une santé. J'ai mon amie, je veux dire, heureusement, qui était là, qui m'a réappris à me recoiffer, me remaquiller, me refaire belle, reprendre confiance, devenir séduisante, on va dire ça comme ça. Ouais. Et c'est là, une fois que je veux dire, j'ai repris confiance en moi et que je suis redevenue la Lina qui m'avait volée, c'est là, je veux dire, que j'ai accepté de redonner la chance à un homme. Et rentrer dans ta vie. Et rentrer dans ma vie, et voilà, depuis, ça se passe. Je ne veux pas dire que c'est comme dans tous les couples, hein, on a des hauts et des bas, mais je veux dire, rien à voir avec ce que j'ai vécu, quoi. Totalement un autre monde. Vraiment, mais je suis au jour d'aujourd'hui, je suis épanouie, je suis bien. Bon, là, je pleure parce que je repense à ce que s'est passé avec mes enfants. Parce que quand on touche mes enfants, je suis quelqu'un qui est très sensible, mais qui peut aussi devenir très agressif. Mais bon, voilà quoi, non, aujourd'hui je suis fière. Je suis partie avec rien du tout, avec mes enfants sous le bras et 3 matelas. Et aujourd'hui, voilà, 4 ans après, j'ai refait ma vie, j'ai récupéré une certaine situation, j'ai retrouvé quelqu'un. C'est pas facile tous les jours, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, mais voilà, j'ai fait le pas.
Et une dernière chose que je voulais aborder avec toi, aujourd'hui tu es ici, tu témoignes, tu as reconstruit, tu as refait ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui ont la honte de partager ça, qu'est-ce qui s'est passé, ils ont la peur, ils pensent que les gens ils vont les voir mal, etc. Qu'est-ce qui te donne la force de te mettre face et de dire voilà, ça m'est arrivé? Écoute, il faut savoir que dans un premier temps, faire une vidéo comme ça ou même un écrit, je pense que les femmes ne le font pas parce qu'il y a toujours la peur des représailles. Non, je ne te parle pas uniquement au niveau de vidéo, d'écrit, je te parle par rapport à leurs proches, dans leur travail, ou dans la vie quotidienne de partager ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, je dirais que c'est plutôt la peur, la honte. Ouais, c'est honteux, enfin, c'est honteux dans le sens où... Enfin, les gens ne comprennent pas toujours. En fait, les gens, moi, j'ai déjà essayé d'expliquer ça à des gens qui n'ont pas vécu la situation. Pas les gens qui ont vécu la situation, hein, des femmes qui ont vécu la situation, elles me comprennent. Ouais. J'ai déjà essayé d'expliquer ce que j'ai vécu à des personnes qui ne connaissent pas la violence. Elles ne comprennent pas. La première chose, c'est pourquoi t'es pas partie? Ouais. Pourquoi t'es pas partie? Pourquoi t'as accepté? Pourquoi t'es pas partie? Mais non, je suis pas partie parce qu'il y avait mes enfants, parce que j'avais une situation, parce que j'avais une vie, parce que je pouvais pas partir comme ça. Est-ce que tu crois qu'il y a dans notre société, il y a pas assez d'informations par rapport à tout ce qui se passe, pas assez d'informations, et c'est peut-être la raison pour laquelle la société aujourd'hui ne prend pas ça en sérieux ou il ne comprend pas? Oui, je pense en effet. Je pense en effet qu'on n'aide pas assez la femme. On n'aide pas assez la femme qui subit de la violence. Il y a des choses pourtant, il y en a plus qu'on peut l'imaginer, mais on ne nous les dit pas. Et l'inconvénient, quand on a affaire à la justice nous réduit au silence. Ouais. Donc, si on te fait comprendre, voilà, moi plusieurs fois j'ai voulu me rebeller, j'ai voulu faire ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a été? Que ce soit, je vais dire, de connaissance ou de police ou quoi. Oui, si vous faites ça, dites-vous bien que vous allez avoir des problèmes, que ce soit par les réseaux sociaux, quand vous allez avoir des problèmes, ce sera vous qu'on viendra chercher. Donc, quelque part, tu ne peux même pas, je vais dire, te vider et parler, puisque même que, je vais dire, tu as pris le courage de partir, la justice te met la peur aussi. Et il te freine. Et il te freine. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ne pas avoir de problème? Tu te renfermes. Ce que tu as vécu, tu le gardes secret. Ouais. Tu l'as dit à la justice en pensant que ça va faire quelque chose. Non, la justice a été, c'est triste à dire, mais je suis devenue le bourreau, il est devenu la victime. Les rôles se sont inversés. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas justice qui a été rendue. Et malgré tout ce que j'ai mis en place pour essayer de me faire entendre, je n'ai pas été entendue. Et je pense que c'est comme ça aussi pour les autres femmes. Elles ne parlent pas parce qu'elles ne sont pas entendues, sauf si tu pisses au sang. Ouais. Ou que les menaces qu'on te dit oralement sont mises en action. Mais tant que les menaces qu'on te fait oralement ne sont pas mises en action, la justice ne fait rien. C'est triste quand même. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de femmes sont réduites au silence. On ne parle pas. Et c'est triste parce que, quelque part, en réduisant la femme au silence, comme la société le fait, qu'est-ce qu'on fait? On donne la liberté à ce genre d'individus. On les laisse libres. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, on ne leur fera rien. Ils le savent. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais bien dire ou partager? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, moi je dis à toutes les femmes, toutes les femmes qui sont encore victimes de leur bourreau, voilà, prenez le courage, prenez la force, partez. Rester n'aidera pas, ni les enfants, ni la situation. Tout ce qu'on ça va finir comment, en bête ça et peut-être avec un meurtre. Donc voilà, partir. Je te remercie énormément pour ton partage. Et aujourd'hui, tu peux être fière de toi et de le parcours qui t'a traversé, surtout qu'aujourd'hui, tu as repris Non, j'ai repris ma vie en main, j'ai repris ma santé en main. Non, ça va. J'ai bien remonté la pente. Et je te souhaite un très, 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 très bel avenir. Merci. Merci, Tania. Merci.